Montre et Mystère vous raconte l'histoire de la montre Reverso de Gégère Lecoutre, l'horloger qui a mesuré pour la première fois le micron. Grâce à cet homme du 19e siècle, le millionomètre a vu le jour. Bonjour et bienvenue dans Montre et Mystère. Je suis Guillaume Lariche, journaliste en compagnie d'Alexandre Bouchard, vendeur d'élite de montres de luxe. Alors Alexandre, cette montre Reverso, peux-tu nous la présenter ? La montre Reverso apparaît en Inde lors d'un match de polo. Alors c'est là où c'est extraordinaire, c'est-à-dire que tu vas avoir des officiers britanniques qui étaient en train de jouer au polo. L'un brise le verre de sa montre. Il a la chance d'avoir en fait dans l'entourage un monsieur qui s'appelle César de Tray, qui est un négociant suisse en montre, qui a la chance aussi d'avoir un autre personnage phare de l'horlogerie, qui est monsieur Jacques-David Lecoutre, troisième génération de la famille Lecoutre, donc de la maison éponyme. Et il se pose la question, donc cet officier britannique, peut-on fabriquer une montre solide pour le match ? César de Tray reprend l'idée, la propose à Jacques-David Lecoutre. Et Jacques-David Lecoutre, en fait, la maison en fait, est déjà en relation avec un monsieur qui s'appelle Edmond Geiger. Il faut savoir, 20 ans auparavant, il y avait déjà une approche entre la maison Geiger, en fait, un horloger parisien spécialiste en tant que fournisseur des montres de la marine française, et la maison Lecoutre, qui était la grande maison de la vallée de Joux, 500 personnes en 1900, pour te dire, enfin même 1070, qui travaillaient dedans, mais le chiffre est resté le même. Donc, capacité industrielle incroyable. Et là, il y a un projet qui arrive, fabriquer une nouvelle montre, vraiment une montre qui soit moderne. L'idée est intéressante, mais il faut absolument avoir deux éléments très importants. Un calibre qui soit fin, et ça, c'est possible de le faire puisque Lecoutre avait remporté un pari en 1907 face à M. Edmond Geiger, qui avait, comment dire ça, qui avait parié aux Suisses. Êtes-vous capable de faire un mouvement aussi fin que le mien ? La famille Lecoutre avait réussi. Et alors là, quand il y a deux grands qui se rencontrent, on est capable de pouvoir s'allier au lieu de devenir des rivaux. Donc on a déjà un calibre simple. Et la maison Geiger, donc à Paris, a une capacité industrielle pour pouvoir créer, si tu veux, les boîtiers. Hein. Donc là, on va mettre les calibres dedans. On laisse la précision à Lecoutre. Mais tout ce qui va être autour de la montre, ça va être à Geiger. Et monsieur Edmond Geiger a un monsieur qui s'appelle René Alfred Chauveau, qui est son ingénieur maître, qui dit Paris, ok, je vais le faire, et qui design une montre donc, qui est rectangulaire, donc on a exactement le même format qu'on a aujourd'hui hein, de la Reverso, et qui propose un système où on va avoir le boîtier qui se retourne sur lui-même, c'est-à-dire qu'il glisse à 180 degrés et qui va pouvoir se retourner. Donc c'est ce fameux petit flip, hein, ce petit tour. Et alors bon, on est entre gens cultivés, et puis on va utiliser un peu le latin, et on va dire reverso, je me retourne. Donc il faut savoir que ce monsieur va produire le 4 mars 1931 un brevet qui est décrit comme ça, donc à la chambre de commerce avec monte, retournant, voilà. Donc on comprend l'idée de la Reverso. Et le 25 juillet, il vend ça à la maison Lecoutre pour 10 000 francs suisses. Et en plus de ça, pour toute montre produite selon son design, 2,5 francs. Donc la fortune est juste là, quoi. Je vois que ça marche plutôt bien pour donc une montre née dans l'univers du sport du polo. La Reverso qui a donc ce fameux cadran qui se retourne. Est-ce qu'elle est vraiment efficace pour les matchs de polo ? Est-ce qu'elle évite de se briser ? Oui, parce qu'en fait, quand tu la vois, elle a une capacité qui est géniale, c'est que quand elle se retourne, l'autre partie qui est derrière, c'est presque, si tu veux, un blindage, pour faire simple. Donc, si tu veux, elle va avoir ce côté d'éviter d'avoir un choc juste frontal sur une glace. Et cette montre-là a une particularité, c'est qu'elle fait partie des premières montres à avoir la glace saphir. Donc cette fameuse glace qu'on a partout aujourd'hui pour les montres, on va dire, d'une certaine gamme. Bon, tu peux même les trouver dans des marques accessible, mais à l'époque c'était quand même une super matière, donc c'était résistant. Donc d'un côté une glace saphir, de l'autre côté quand tu la retournes, une super protection. Alors quand elle se retourne, cette glace saphir, elle se retrouve au contact de la peau ou alors est au contact de la montre ? Alors au contact de la montre hein, en elle-même, il faut savoir que c'est un boîtier qui en fait est lui-même sur un axe qui va pouvoir permettre de se retourner. En fait, il faut imaginer un peu une sorte de paquet de cigarettes qui se replie sur une plaque de métal, voilà, pour faire simple. C'est-à-dire que il n'y aura jamais en contact avec la peau, sauf pour un boîtier qui va venir contenir ce boîtier du mécanisme. Donc la montre est parfaitement en sécurité et derrière on est content au niveau du porteur de la montre parce qu'il peut faire ce petit flip et donc voilà, c'est très sympa. D'autres maisons ont repris cette façon de fonctionner ? Oui, alors quand tu deviens une méga star en termes horlogers avec une nouveauté sans pareil, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les montres,
on va dire à l'ancienne, hein. C'est-à-dire que déjà, il y avait les montres où on pouvait les faire sonner, était la montre à gousset, retenir la chaîne. Là, après, si tu veux, la révolution, 20 ans auparavant, c'était comme la montre bracelet, donc le Santos de Cartier. Après, on va avoir la montre tank qui arrive en 1917. Bon, là, on a une montre bracelet et en plus, elle se retourne sur elle-même. C'est une révolution. Donc, on va avoir d'autres maisons, type Patek Philippe, Vacheron Constantin, même Cartier, qui regardent ça, qui vont dire est-ce qu'on peut avoir le brevet quoi, on vous l'achète, on vous le loue. Et donc, ça, c'est comme ça qu'il y a eu d'autres versions. Donc, par exemple, Cartier va proposer la tank basculante. Tu vas avoir d'autres modèles voilà, dans l'idée, mais après, c'est pas tout à fait exact. On n'attaque pas non plus de manière frontale comment dire, l'invention de l'arrêt verso. On va juste rester dans sa périphérie et trouver un système qui lui ressemble sans pouvoir la dépasser. Alors, est-ce que la Reverso s'est elle-même avant-gardisée? Est-ce qu'elle a elle-même grandi et changé de modèle? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est génial, c'est une révolution, tout le monde en veut. Pour te dire à quel point c'était une révolution, tu vas voir le Maharaja de Karpurtala. Donc Karpurtala, c'est un État qui est dans l'État du Pendjab, donc tout au nord de l'Inde. Ce Maharaja est très francophile, il commande dès le départ 50 montres Reverso. Et pour te dire, Karpurtala, c'est considéré comme la Paris des Indes. Donc c'est vraiment un homme francophile très éduqué et qui, si tu veux, va répandre, entre guillemets, ça va être un promoteur, presque un influenceur pour cette montre-là. Elle va avoir son franc succès. Ensuite, donc, je rappelle, hein, elle apparaît en 1931. Elle a des évolutions en termes de calibre. Voilà, il va y avoir une dizaine de calibres au fur et à mesure donc pour affiner. Mais il faudra vraiment voir à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si tu veux, c'est le côté art déco et c'était lié un peu au nazisme, en tout cas à ce côté-là. Donc tu vas avoir après d'autres architectes, tu vois, comme Le Corbusier ou Oscar Niemeyer, qui vont dire on arrête ce truc-là d'être vraiment dans l'autorité de l'architecture. Donc cette montre-là devient désuète. Donc désormais d'autres modèles arrivent plutôt ronds. En fait, on revient aux anciennes valeurs. Donc cette montre-là va être un peu oubliée. Alors, Gégère Lecoultre, c'est aussi des procédés de fabrication avant-gardistes comme en 1851 lors de la première exposition universelle où Antoine Lecoultre remporte une médaille d'or pour un chronomètre en or et ses travaux sur le remontoir à bascule. Tout à fait. Donc, remontoir à bascule, c'est, il faut comprendre, hein, c'est la couronne, hein. C'est-à-dire que quand tu regardes ta montre, tu as ta pommette de réglage qui va avoir deux fonctions. Donc, de facto, aujourd'hui, tu as d'un côté, tu tires une fois la couronne. Généralement, tu peux avoir accès aux heures et minutes. Donc, tu pourras faire coulisser ton aiguille des heures et aiguille des minutes pour régler et voire même date et le jour. Mais sinon, si tu la renfonces bien, voilà, elle va tourner de manière folle, c'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même, mais tu la fais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Bah, ça va venir remonter le barélet, qui est le cœur énergétique de la montre, et puisque c'est un mécanisme à ressort, et c'est ça qui va donner, on va dire, l'énergie principale de la montre. Sauf que lui, ce qu'il invente, c'est le rocher. Et le rocher, en fait, c'est un système d'options qui permet de soit choisir, on va dire, un, changer heure-minute, ou deux, remonter la montre. C'est une révolution, parce qu'avant, en fait, il fallait, quand on avait un changement, si tu veux, d'heure, il y avait deux trous, l'un pour changer l'aiguille des heures et minutes, et l'autre trou avec une clé, c'était pour remonter la montre. Donc, on faisait vraiment le cric, 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 quoi, jusqu'à ce que ça se bloque, et puis tu savais que ta montre était remontée. Lui, il se dit, on va faire une solution, voilà, une pierre deux coups. J'ai toujours adoré quand tu remontes la montre avec ta voix. Blague à part, à cette époque-là, est-ce qu'on dépose des brevets ou au contraire c'est le Far West? On dépose tout le temps des brevets. Si tu veux, le brevet, c'est un truc qui est venu sur le tard, pour faire simple. C'est-à-dire qu'avant, tout ce qui était, on va dire, 18, 19e, enfin, début 19e siècle, type Breguet, ou même avant, la maison Berthoud, tout ça, c'était vraiment, il y avait une protection par la corporation des horlogers de Paris. Donc, tu pouvais pas produire une montre en dehors de la ville. Après la fin des corporations dues à la Révolution française, même en Suisse, il fallait quand même industrialiser des process et pour se protéger, commence à arriver des brevets. Et rapidement, en fait, on a besoin de dire qui est à l'origine d'une pièce mécanique ou d'un procédé. Donc rapidement commence une culture du brevet et de plus en plus, comme c'est une guerre de précision à qui a inventé tel mécanisme, telle pièce, qui bien sûr a aussi des débouchés financiers très importants. Et ça permet en fait de protéger avant tout industriellement que de protéger véritablement comment dire, la célébrité de la maison. Alors, est-ce que la grande maison de la Vallée de Joux, qui est Gégère-Lecoutre, a évolué au fur et à mesure des décennies ou est-ce qu'on retrouve quelque part l'origine toujours dans l'actualité?
Alors, oui, elle a évolué, donc déjà ces 2 inventions, en fait, il faut comprendre un truc, c'est que cette maison-là, avec le millionomètre créé en 1833 qui est un outil de précision au niveau du découpage des pignons. Donc les pignons, pour faire simple, c'est la base d'un rouage. Donc plus ces pignons, en fait, sont découpés de manière précise, plus les rouages sont précis et plus, en fait, comment dire, la montre va être précise et rapide. Donc comme ça, tu vas avoir tes aiguilles, ce qu'on appelle la notion de chronomètre, hein, c'est-à-dire montre de précision en langage horloger. Donc déjà, elle était sur la partie plutôt mécanique, hein, en tant que fournisseur, mais c'était avant tout, si tu veux, un sous-traitant pour toutes les grandes maisons. Donc ça permettait vraiment, voilà, d'avoir des compagnies comme Patek Philippe ou Vacheron Constantin, d'avoir une marque qui produit à leur place des mécaniques précises parce qu'ils avaient déjà les clients. La maison va évoluer. Tu vois, en 1870, on va compter à peu près 500 employés. Donc c'est pour ça qu'elle a ce fameux nom de la grande maison de la vallée de Joux, parce que c'est la première à vraiment initier la notion de manufacture. On n'est plus dans de l'atelier, on est dans la manufacture. Et en fin de compte, ils vont développer après d'autres mécanismes. Donc tu vas avoir en effet cette fameuse Reverso qui va venir, on va dire, changer le game, hein, pour faire simple. Après des montres de précision, là il y a vraiment une montre avec un aspect ludique et une autre fonctionnalité autre que le temps. Tu vas avoir un mécanisme qu'on appelle la duoplane, qui est un mécanisme, on va dire, double, où, si tu veux, pour faire simple, il y a deux complications qui jouent ensemble. Oui, ils vont évoluer, mais ils vont faire après, si tu veux, grand maximum, la montre Atmos, qui est une pendule qui fonctionne avec la pression atmosphérique. Donc, il n'y a pas besoin de la régler, c'est juste un changement d'1 degré, ça se règle, et ça fait, en fait, si tu veux, une horloge autonome. À part ça, il n'y a pas eu grand-chose en fait. Alors on arrive à la fin de notre émission, de notre podcast, cher Alex. Est-ce que tu vois encore une chose importante à rajouter? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, cette maison-là, je disais à l'instant qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait été faite, c'est pendant un temps. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, il y a un moment donné qui est absolument extraordinaire. C'est après la mort en fait de la dernière génération, on va dire Lecoutre à proprement parler, ce fameux Jacques-David Lecoutre qui meurt en 1948. En fait, la maison continue et tu vas avoir après tout un changement en fait de rachat, etc. à gauche à droite. Tu vas avoir en 78 une entreprise qui s'appelle VDO Automotive qui va mettre la main en fait sur une grande partie de Gégère Lecoutre. Ensuite, ça va être racheté par Matra. Tu vas avoir ensuite 1981 VDO qui reprend la branche horlogère. En fait, il faut comprendre que là, on est dans le débouché de la crise du quartz. Donc, c'est-à-dire que la maison à l'ancienne a vraiment eu un énorme impact, a pris cher, hein, pour faire simple. Elle s'est pris un gros coup. Et c'est vraiment à partir des années 90 que la maison va renaître avec la remise en avant de la Reverso, qui elle après va avoir d'autres modèles à double face, de nouveaux mécanismes, le tourbillon, etc. Et en fait, voilà, la maison Gégère-Lecoutre revient. On a l'impression qu'elle a toujours été là, et oui, mais elle a une renaissance à partir des années 90. Montre et mystère, épisode terminé. La prochaine fois, nous aborderons le sujet des montres aux éditions limitées avec parfois des collaborations, des collabs surprenantes, comme dans le monde de l'érotisme. Nous vous parlerons aussi de Tagger, qui a fait le choix de limiter les éditions limitées. La maison suisse qui propose par ailleurs une montre Mario Kart à 25 000 euros. C'était Alexandre Bouchard et Guillaume Lariche. À bientôt.